Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, Monsieur l'académicien, Mesdames, Messieurs les invités, c'est un immense plaisir pour le Cercle littéraire et son président de vous accueillir aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir pour cet événement en partenariat avec la Fondation Jean Monnet. À chaque rencontre, on est obligé de tenir des listes d'attente. Nous sommes obligés de retransmettre en direct la rencontre. Alors ça, ce sont les bienfaits a posteriori de la pandémie qui nous avaient contraints à la distance. Mais finalement, lors du grand succès des rencontres, c'est un moyen pour toutes et tous de suivre notre événement en ligne. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Éric Roussel, qui sera en dialogue avec Gilles Grain et moi-même. En effet, deux piqueurs pour faire parler l'Attila de la biographie politique. Ce ne sont pas mes propos, hein, c'est les propos de votre accueil, de votre réception à l'Académie. Hein. On vous a surnommé Attila de la biographie, puisque quand Éric Roussel écrit une biographie, il ne reste plus rien. Il est impossible d'écrire sur les mêmes sujets. Nous verrons cela tout à l'heure. Pour le confort de toutes et tous, vous connaissez la règle. Merci de bien vouloir mettre vos téléphones portables sur mode avion ou de les éteindre. Et ceci aussi pour l'enregistrement, ça évite différents parasites pour les micros également. Et puis, c'est un peu étrange, le président sera acteur et présentateur, donc je vais présenter mes deux compères de la soirée, et puis nous aurons à la fin de cette table ronde un moment d'échange. Vous pourrez poser des questions. Vous avez vu également à l'entrée une petite sélection des écrits d'Éric Roussel que vous pouvez bien sûr acquérir et faire dédicacer par notre invité au moment de la réception qui suivra notre rencontre, comme il est de tradition dans cette maison. Alors, Éric Roussel, vous êtes licencié en lettres, docteur en droit, avec une thèse dont je me permets de donner le titre parce qu'elle n'est pas sans incidence sur la suite. Alors, une thèse de doctorat en droit en 1978, avec le titre « Un épisode de notre histoire constitutionnelle et politique, le mandat de Georges Pompidou, 1969-1974 ». Vous avez fait vos premières armes en tant que critique littéraire dans la presse, au Monde de 1979 à 1984, puis au Figaro littéraire. Vous êtes également actif au comité de rédaction de la revue des Deux Mondes. Ça, c'est votre première vie, si on peut dire. Mais en parallèle, vous vous lancez spontanément ou sur demande dans la rédaction de biographies de grandes figures politiques françaises de la seconde moitié du XXe siècle qui questionnent et se penchent sur des figures de proue de la Ve République. Il y a eu Georges Pompidou en 1984, puis viennent ensuite Jean Monnet en 1995, Charles de Gaulle en 2002, Pierre Mendès France en 2007, Pierre Brossolette sous le titre Le naufrage, 16 juin 1940. Pierre Brossolette et Le naufrage, 16 juin 1940, François Mitterrand de l'intime au politique en 2015, un petit opus sur Nicolas Sarkozy de près, de loin en 2016, Valéry Giscard d'Estaing en 2018, et plus récemment, tout frais, il est ici et à l'entrée, jusqu'au bout de la nuit, les vies de Jacques-Benoît Méchain en 2025. Ça, c'est les grosses pièces de l'œuvre, parce qu'il y a aussi des codirections d'ouvrages, des articles scientifiques, des éditions de mémoires, de correspondances, enfin tout un matériel documentaire considérable. L'ensemble de ces biographies est le fruit de dépouillements étendus, nourris par l'archive et par quelque chose d'exceptionnel quand on est historien des mondes contemporains. Ce sont bien sûr les témoignages, les entretiens que vous avez menés avec quantité de personnes qui ont jalonné cette Ve République. Vous avez aussi
eu un certain nombre de distinctions littéraires et académiques pour chacun de ses travaux. Je ne vais pas les énumérer ici. Néanmoins, le prix Charles Aubert de l'Académie des sciences morales et politiques vous a été attribué pour l'ensemble de votre œuvre en 2007. Et il y a quelques semaines, vous avez reçu le Grand Prix de la biographie politique pour Benoît Méchat. Succès du public aussi, parce que vos diverses biographies connaissent des ventes exceptionnelles, des rééditions en poche, ce qui est toujours une gageure d'un lectorat attentif et demandeur de ces morceaux d'histoire, et également des ouvrages traduits en langue étrangère. Vous occupez différentes missions, présider des jurys, des commissions sur lesquelles je ne vais pas revenir. Néanmoins, vous avez été très investi dans l'Institut Pierre Mendès France, dans le comité scientifique de la Fondation de Valéry Giscard d'Estaing, mais vous avez aussi, et ça c'est un privilège pour notre maison de recevoir un titulaire d'un fauteuil, du 6e fauteuil de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes académicien et vous avez choisi de graver sur votre épée les signes de la vérité en politique, si mes informations sont justes, et qui symbolisent en fait votre travail et la mission que vous vous investissez de cette mission de la vérité en politique et en histoire, et c'est quelque chose de très appréciable pour l'historien que je suis et pour nous toutes et tous qui vous lisons. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation lausannoise et de supporter cet entretien avec Gilles Grain, que je présente brièvement, si jamais dans la salle des personnes ne vous connaissent pas, est docteur en relations internationales de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Vous êtes bien sûr le directeur de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe de Lausanne depuis le 1er juillet 2012 et chargé de cours à l'université où vous enseignez l'intégration européenne. Il est également académicien, correspondant pour la Suisse depuis 2023 de l'Académie royale des sciences économiques et financières d'Espagne. Donc voilà, je ne suis pas entouré d'académiciens, mais je suis juste à côté d'eux et c'est un immense honneur pour le modeste président du cercle littéraire que je suis. Alors maintenant, nous allons nous entretenir de choses sérieuses et pour lesquelles vous êtes venus toutes et tous, c'est comment faire une biographie d'un homme d'État. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous avions l'idée avec Guillaume d'avoir un petit moment de dialogue avec 3 actes successifs avant de passer à la discussion ouverte. Et dans le premier axe, nous aimerions vous proposer d'évoquer quelques éléments sur l'atelier du biographe. La toute première question, au fond pour vous, Éric, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme politique, et vous en avez côtoyé beaucoup, et puis un homme d'État? Oui, c'est une bonne question parce que ça, en ce qui me concerne, ça a déterminé mes choix de livres. Bon, comme vous l'avez dit, je ne suis pas journaliste politique, c'est-à-dire mes livres ne sont pas écrits dans une perspective de promotion de telle ou telle personnalité. Non, ce sont des... Il ne faut pas tout reconstituer après coup, il y a le hasard à jouer. Bon, à l'origine, vous avez fait allusion à la biographie, à la thèse de droit constitutionnel que j'avais publiée. Je me destinais à enseigner le droit constitutionnel. Et puis les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé journaliste. Et à partir de ce travail sur Pompidou, j'avais l'idée un jour de faire quelque chose. Mais c'était un travail, vous savez, assez austère. C'était une très grosse thèse qui faisait près d'1 millier de pages et qui était peu accessible pour le grand public. Puis un jour, tout simplement, j'ai eu un coup de téléphone d'un éditeur qui m'appelait pour autre chose. Puis il m'a demandé, n'avez-vous pas des projets? Je lui ai dit, j'ai toujours l'idée de faire quelque chose à propos de Pompidou. Il m'a dit, c'est
incroyable. Nous cherchons justement, nous avons une réunion ce matin, nous cherchons quelqu'un pour écrire une biographie de Pompidou. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et puis, bon, le hasard, peut-être autre chose, je ne sais pas, a fait que ce livre a très bien marché. Et donc, pour un auteur qui est débutant, évidemment, c'est une grande chance. Alors, je reviens à votre question. Oui, pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme politique? Disons que les hommes politiques peuvent devenir aussi éventuellement des hommes d'État. Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes politiques. Bon, on le sait bien. Ceux qu'on peut considérer comme des hommes d'État, à des degrés divers, ce sont des gens qui ont profondément marqué leur époque par leur action, par la profondeur de leur réflexion, l'ampleur de leur action, le sillon, au fond, qu'ils ont laissé. Et à la suite de ce livre que j'ai publié il y a 40 ans maintenant, on m'a demandé, le second livre qu'on m'a demandé, c'est Jean Monnet. Là aussi, c'était le résultat, au fond, d'une sollicitation. C'était le directeur des Fayard, à l'époque, qui m'avait proposé ça. C'est vrai que j'y avais pensé, mais vraiment il n'y avait aucun début de réalisation. Donc ça prouve que c'était un bon éditeur. Les bons éditeurs sont des gens qui arrivent à deviner, finalement, le sujet que l'on doit proposer. J'ai demandé d'ailleurs à Claude Durand, qui était le directeur de Fayard, je lui ai dit, mais comment avez-vous eu l'idée de me commander ce livre? Alors qu'on ne se connaissait pas, et il m'a dit, c'est en lisant vos articles du Figaro. J'ai vu que voilà. Et donc ensuite, nouveau ricochet, si on peut dire, Gallimard m'a demandé une biographie de De Gaulle, et puis ensuite j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur Pierre Mendès France, pour des raisons un peu plus personnelles, sur lesquelles je reviendrai peut-être. Et puis ensuite, on m'a demandé Mitterrand, voilà, et puis ensuite un vieux projet que j'avais eu avec le président Giscard d'Estaing a ressurgi, alors qu'il était assez âgé. Et j'ai écrit ce livre il n'y a pas si longtemps, en pouvant bénéficier de beaucoup d'entretiens avec lui. Et je me suis rendu compte finalement, parce qu'on avance dans la vie, on sait à peu près ce qu'on veut faire, mais il y a aussi le hasard. Et en me retournant un petit peu sur ce que j'ai fait, je me rends compte finalement que ce que j'ai peut-être voulu faire, c'est à travers un certain nombre d'hommes d'État, parce que ce soit Pompidou, De Gaulle évidemment, n'en parlons pas, enfin tous ceux que vous avez évoqués, sont des gens qui ont laissé une trace plus ou moins importante, et qui tous ont en commun d'avoir eu à affronter le problème principal qu'a eu à affronter la France au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et il faut bien dire de l'effondrement qui s'était produit. C'est-à-dire, au fond, le choix fondamental, ça a été de savoir si on poursuivait la politique de puissance, au fond, qui était de tradition depuis Richelieu, ou si on faisait le pari de l'Europe, enfin de ce qu'a fait Jean Monnet à partir de 1950. Et tous ces personnages, que ce soit De Gaulle, que ce soit Pompidou, que ce soit Mendès France, que ce soit évidemment Jean Monnet, même s'il n'a jamais occupé des positions officielles, que ce soit Mitterrand, Giscard, tous ont eu finalement à résoudre ce problème et y ont apporté des réponses en fonction de leur personnalité, de leurs croyances, etc. Et je crois que l'on peut dire que chacun a, dans cet axe, laissé une trace. Voilà ce qui me paraît être la caractéristique d'un homme d'État par rapport à un homme politique. Ce n'est pas du tout pour déprécier les hommes politiques. Les hommes politiques sont des gens souvent estimables. Mais enfin, évidemment, tous n'accèdent pas d'abord au pouvoir, au pouvoir suprême, qui donne la possibilité d'agir, enfin du moins en France. Et donc, ça peut être aussi d'ailleurs une influence intellectuelle. Par exemple, prenons l'exemple de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, au fond, il a été au pouvoir très peu de temps, 7 mois et 17 jours, en 54-55, mais c'est quelqu'un qui, dans la gauche française, et au-delà, parce qu'il avait une autorité morale qui s'étendait au-delà, c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte profonde par son personnage, par
la réflexion qu'il a eue sur la France, sur l'Europe aussi. C'est quelqu'un qui a marqué sans occuper finalement des postes, les postes qui lui étaient destinés. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Et je crois que c'est ça qui est un peu le fil rouge de ce que j'ai voulu faire, plus ou moins consciemment. C'était pas forcément écrit. Je savais à peu près ce que je voulais faire au départ. Maintenant, je ne savais pas exactement quel serait le cours des événements. Alors, on a vu, vous ne choisissez pas forcément l'objet de la biographie, on vous les propose. Bon, il y en a certains qui sont attachés plus oui. à votre... Mais on propose en général des bons sujets. C'est-à-dire que, voilà. Donc, des sujets auxquels j'avais pensé, par exemple, c'est évident. Non, objectivement, je n'aurais jamais pensé, je ne me serais jamais lancé dans une biographie de De Gaulle si Gallimard ne me l'avait pas demandé. Ça, c'est parce que c'était, on y reviendra peut-être, De Gaulle, c'est quand même l'Himalaya. C'est quelque chose de... Se lancer dans une biographie de De Gaulle, c'était vraiment un peu étourdissant. Et donc là, il fallait quand même... j'aurais jamais eu la présomption de m'auto-investir, en quelque sorte. Pour justement, dans cette galerie de personnages biographiés, est-ce qu'il y en a qui vous ont impressionné un peu plus que d'autres? Est-ce que vous avez eu des réticences pour certains, en disant non, je ne ferai pas celui-ci? Non, il y a des personnages que j'ai... évidemment, De Gaulle, c'est tout à fait particulier. Hein. C'est un personnage qui domine tellement, non seulement l'histoire de France, mais enfin une partie de l'histoire des pays occidentaux, qui a joué un très grand rôle pendant la guerre, dont l'empreinte est restée très, très, très forte et ne cesse finalement même de grandir. On le voit bien. Et puis c'est un personnage quand même très particulier parce qu'on ne peut pas le traiter, si vous voulez, enfin pour un biographe, on ne peut pas le traiter de la même façon qu'un homme d'État. C'est pas la même chose, si vous voulez, d'écrire sur Pompidou et d'écrire sur De Gaulle, parce que De Gaulle a suscité une légende. Et comme Napoléon a suscité une légende qui a été portée, notamment amplifiée par des écrivains, c'est bien connu, du 19e siècle. Bon. Et De Gaulle, c'est un peu la même chose. Il y a eu et cette légende qui s'est développée autour de De Gaulle, eh bien, en quelque sorte, elle fait partie du personnage. Vous ne pouvez pas écrire une biographie de De Gaulle en faisant fi de cette légende. La légende fait partie du personnage, elle est constitutive, et donc il y a sans arrêt une dialectique. Vous ne pouvez pas écrire une biographie de De Gaulle en ayant recours à une sorte de positivisme étroit, quoi. Moi, quand j'ai attaqué cette biographie de De Gaulle, c'était le moment, je pense que c'est pour ça qu'on me l'a proposé, et c'est pour ça que j'ai accepté, c'était le moment où on pouvait, je crois, renouveler le sujet, en ce sens que c'était à la fin des années 1990, donc De Gaulle est mort en 70, enfin, et c'était le moment où, en France et à l'étranger, beaucoup d'archives commençaient à s'ouvrir. Et on n'avait jamais écrit sur De Gaulle en se fondant sur des documents, enfin en principe, précis et irréfutables. Les biographies, enfin les livres qui avaient été consacrés au général De Gaulle étaient, par la force des choses, fondés sur des entretiens, des rumeurs, mais les documents qui attestaient de son parcours n'étaient pas accessibles. Et de sorte que c'est ça qui faisait tout l'intérêt de cette entreprise, c'est qu'à la fois en France et puis à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé un mois à peu près dans les archives britanniques, où j'ai eu des surprises d'ailleurs, parce que je me disais, a priori, qu'un événement comme l'entrée de De Gaulle dans l'histoire, au printemps 1940, je me disais, a priori, c'est un épisode sur lequel on ne peut pas apporter grand-chose de nouveau. Or, tout ce que j'ai trouvé dans les archives britanniques montrait, au contraire, à quel point ça avait été difficile pour le général. Et même qu'il avait été obligé, je reprends son expression, d'user d'un bluff. Il a eu cette formule qui ne diminue en rien ce qu'il a fait. Il dit, au fond, l'histoire de la France libre, c'est l'histoire d'un bluff qui a réussi. Et c'est vrai, quand il est arrivé à Londres, il n'avait rien. Il arrive en juin 40, il a rien. Il a un stylo et une feuille de papier, c'est un carnet. Il a un peu la confiance de Churchill, mais les Anglais
attendent en réalité un homme politique beaucoup plus connu que lui. Lui, il était le dernier, dans l'ordre protocolaire, dernier membre du gouvernement de Paul Reynaud, c'est-à-dire le dernier gouvernement légal, enfin légitime de la Troisième République. Donc c'était un titre quand même assez mince, et il n'y a aucun doute qu'il s'est imposé à la force du poignet pendant les premiers mois. Voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les archives britanniques, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, je suis même allé en Israël voir les archives, ce qui n'était pas, enfin là c'est pas pour la période de la guerre, c'était pour la dernière période, notamment quand il y a eu la prise de distance entre la France et Israël, où il y avait des choses intéressantes. Je suis même allé en Russie, où c'était à l'époque où les archives étaient un peu accessibles. Ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'il est inutile de vous dire que maintenant, ça ne doit pas être très facile d'accéder aux archives. Voilà. Mais à l'époque, on pouvait accéder à certains documents, en s'armant de patience, mais on pouvait... Voilà, donc il y a eu à la fois une approche nationale. Ce que j'ai essayé de donner aussi, et c'est la biographie de Jean Monnet aussi qui m'y avait incité, qui m'avait appris au fond un peu la méthode à suivre. La caractéristique de ce que j'ai pu faire après, c'est d'apporter un angle de vue international, c'est-à-dire pas uniquement franco-français, quoi. Et donc cette biographie de Gaulle, ce qui la caractérise, c'est qu'elle, d'une part, je crois, c'est qu'elle était fondée sur des sources en principe sûres, et puis avec un angle international marqué. Alors ça posait un problème, il ne faut pas se dissimuler, maintenant ce problème est loin, mais quand j'ai publié ce livre en 2002, il y avait encore un certain nombre de gens qui avaient été mêlés à l'action du général de Gaulle, qui étaient des survivants, qui étaient associés de près à son action. Et inévitablement, ils ne se reconnaissaient pas forcément dans ce que révélaient les documents, parce qu'eux, ils avaient un angle de vue, évidemment, qui était particulier, c'est tout à fait légitime. Donc ça a amené il y a eu un moment, il ne faut pas se dissimuler, où j'ai eu du mal à m'imposer, parce que même en s'appuyant sur les archives, encore une fois, le général de Gaulle est un personnage tellement légendaire que la légende tend à prendre le pas, si vous voulez, sur la réalité des archives. Et donc, ça a créé je ne dis pas que j'ai été l'objet d'attaques, mais enfin bon, ça a été quelquefois... Ça a été un petit peu difficile de faire d'imposer cette nouvelle vision finalement de Gaulle, qui n'était pas exactement la vision qui avait été développée jusque-là. Bon, je crois que ça a fini par se tasser. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a quelques années, j'ai fait un film pour la télévision française sur de Gaulle, avec mon ami Patrice Duhamel et avec le propre petit-fils du général de Gaulle. Donc je pense que s'il y a eu une polémique, elle est terminée. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question que vous... Vous continuez sur les sources. On ne peut pas être entièrement on reviendra à Benoît Méchain après. Oui, Benoît Méchain, c'est un peu différent. Oui. Vous nous avez bien expliqué la perspective internationale, les voyages, le recours aux archives. Et puis, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire orale, les grands entretiens, et puis finalement, est-ce qu'il y a des surprises, des pièges? Est-ce que vous gardez certains souvenirs d'entretien plus marquants que d'autres? Oui, c'est une très bonne question. Quand j'ai été amené à pratiquer, au fond, j'allais dire à la fois la biographie à partir de témoignages oraux, c'était le cas de ma première biographie sur Pompidou, puisque quand j'ai entrepris ce travail, c'était 10 ans après sa mort, et les archives n'étaient pas ouvertes. En revanche, il y avait énormément, d'autant plus que Pompidou est mort jeune, donc il y avait encore énormément de témoins de sa vie, notamment beaucoup de témoins de sa première vie, avant la guerre, de camarades de l'école normale, etc. Et donc j'ai vu tous ces personnages qui m'ont apporté des témoignages qui aujourd'hui, je pense, quand je me retourne sur cette entreprise, je crois que ce qui peut donner peut-être de la valeur à ce livre,
c'est aussi le fait qu'il y a des témoignages, évidemment, que j'ai peut-être pu sauver, et évidemment que par la force des choses, on ne peut plus avoir aujourd'hui. Mais alors, 10 ans après la publication de ce livre, j'ai eu accès pour la première fois aux archives de Georges Pompidou, notamment aux archives concernant toute la politique étrangère, qui étaient des archives absolument passionnantes, parce que ça résulte d'ailleurs du fait que Pompidou était un universitaire au départ. J'ai rarement vu des archives aussi intéressantes, parce que par exemple, les comptes rendus de conversations entre Pompidou, les différents chefs d'État, etc., Brejnev, Nixon, etc., non seulement les notes étaient revues très soigneusement par Georges Pompidou, mais il faisait des annotations en marge, alors que, par exemple, le général de Gaulle mettait simplement vu, François Mitterrand aussi, le président Giscard d'Estaing aussi. Il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Pompidou, c'était passionnant parce qu'il s'exprimait. Il y avait souvent des notes très très longues et qui donnaient son point de vue, souvent d'ailleurs de façon assez percutante. Et donc, et c'est là, en travaillant sur ces archives de Pompidou, que je me suis un peu, j'ai pu dire que j'ai appris le métier. C'est la première fois, au fond, que je pratiquais les archives. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte à quel point c'était quand même un élément capital. Parce que les archives orales, ça donne évidemment un éclairage. Quand on peut les avoir, c'est très intéressant parce que ça donne le climat d'une époque. Et puis ça permet d'éclairer des relations humaines. Mais il faut bien dire aussi, et ça c'est inévitable, que les souvenirs sont faillibles. Et on peut avoir le souvenir d'un événement passé, et puis le fantasmer, le déformer, etc. Bon, je vous donne un exemple qui me concerne, par exemple. Il se trouve que j'ai été l'avant-dernier visiteur de Pierre Mendès France. C'est le hasard. Je l'ai vu le samedi matin, il est mort le lundi. Et dans mon esprit, je l'avais vu, je ne sais pas, assez longuement. Et j'ai retrouvé les traces de l'entretien. En fait, ça a été plus bref. J'ai retrouvé ça dans son carnet, parce qu'il avait noté dans son calepin. Là. Et donc j'avais inconsciemment, si vous voulez, un peu fantasmé sur cet entretien. Bon, et tout le monde est soumis à ce même phénomène. On a tendance c'est inévitable, et surtout à mesure que le temps passe, donc on ne peut pas complètement... Les témoignages oraux sont intéressants, encore une fois, parce qu'ils donnent une atmosphère, un éclairage, mais les archives, c'est quand même irremplaçable, et c'est à partir des archives quand même qu'on fait un travail historique sérieux. Alors, si on peut avoir les archives et les témoignages oraux, alors ça c'est passionnant. Ça a été le cas d'ailleurs pour Monet, puisque non seulement j'ai vu beaucoup d'archives françaises, étrangères, puis ici, à Lausanne, où j'ai passé beaucoup de temps. Oui, si on peut avoir les deux, ben évidemment c'est passionnant, parce que là on peut arriver à combiner et à faire réagir les gens qui ont été les témoins de cette action à partir des archives. Mais évidemment c'est un cas de figure un peu particulier et qui est en général assez rare. Mais évidemment, vous avez devant vous tellement d'informations. Quelle est votre méthode? Comment est-ce que vous faites pour finalement retrouver les choses et puis faire que les choses aient un sens? Oui, il y a d'abord la collecte, si vous voulez, des informations. Bon, ça, une fois qu'on a un peu de métier, c'est à peu près où chercher il suffit d'avoir un peu de flair, de méthode. Puis aussi des relais, un peu on finit par connaître des archivistes. Enfin, il y a des gens qui vous donnent des idées, qui vous disent voilà, il y a tel fonds d'archives qui a été déposé là. En fait, il y a le hasard qui joue aussi dans ça c'est important. Mais une fois qu'on a toutes ces informations, si on veut faire une biographie qui soit lisible, les bonnes biographies, à mon avis, ce ne sont pas enfin c'est du moins mon opinion, ne sont pas les biographies qui veulent tout dire, quoi. Il faut faire un élégage, il faut essayer de trouver un axe, d'essayer de les rendre intelligibles
et de les... Donc fatalement, on est obligé d'élaguer, on ne peut pas tout traiter. Et quelquefois, on se trouve submergé par les informations. On est obligé, si on veut faire une œuvre utile, eh bien de faire l'impasse sur un certain nombre d'épisodes, et au contraire de faire ressortir tel autre épisode, parce que c'est un travail, j'allais dire que c'est un travail un peu, c'est comme la sculpture, si vous voulez. Vous êtes obligé d'essayer d'atteindre un résultat qui soit... l'idéal, c'est d'avoir à la fois essayer d'avoir une réussite littéraire et un travail solide. Voilà, c'est ça, à mon avis, le but qui devrait être celui d'un biographe qui voudrait faire une œuvre sérieuse. Et le but, c'est aussi d'être lu. Si on offre aux gens des cataplasmes remplis d'archives mais illisibles, je ne crois pas qu'on ait fait beaucoup œuvre utile. Voilà. Donc il y a une dialectique à trouver, et il faut bien comprendre qu'il faut avoir un axe et puis s'y tenir et élaguer, faire l'impasse sur un... on ne fait pas de la recherche pure, si vous voulez, quand on écrit une biographie. On essaye de transmettre aussi une impression sur le personnage. Et donc, une fois récoltées ces informations, vous avez publié aussi une réédition en poche, les carnets du biographe. On voit aussi ces entretiens impressionnants. Enfin, quand on est lecteur, on se dit, mais Éric Roussel a mené des entretiens avec des personnalités extrêmement fortes, présentes du monde politique français. Donc on a les archives, les témoignages. Et comment se passe l'écriture? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est complètement indépendante? Oui, je reviens juste une seconde, si vous voulez bien, sur les entretiens. Oui, parce qu'il y en a certains, évidemment, qui sont plus mémorables que d'autres. Ah, mais ça nous intéresse beaucoup aussi. Ici. Voilà. Oui. Non, par exemple, même si ça a été assez bref, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois François Mitterrand, et c'était sans me douter d'ailleurs que longtemps après, j'écrirais un livre sur lui. Mais j'étais relativement jeune, j'avais un peu plus de 30 ans. Il m'avait reçu une première fois quand j'écrivais cette thèse de droit constitutionnel, parce qu'il se trouve que j'avais un ami dont le père était un de ses camarades de jeunesse. Il lui avait parlé de mon sujet. Bon, il m'avait dit ça l'intéresse. Quand je l'ai vu, franchement, ça n'avait pas l'air de beaucoup l'intéresser. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et il avait eu cette réflexion. Il m'a dit, mais c'est quand même pas moi qui vais écrire votre thèse. Alors donc, c'était quand même pas très engageant. Et donc, de sorte que quand cet éditeur m'a demandé d'écrire un livre sur une biographie de Pompidou, j'ai pas eu l'idée spontanément d'aller le revoir. Et puis j'étais au Monde, comme vous l'avez dit, et le directeur du Monde, André Fontaine, avec lequel j'étais lié, m'a dit, vous devriez aller revoir Mitterrand, parce qu'il parle de Pompidou de façon positive. Enfin, il en parle souvent. Alors il m'a dit, écoutez, il m'a dit, je déjeune avec lui, je vais lui en parler. Alors très bien, et André Fontaine m'a rappelé, il m'a dit, j'étais stupéfié, c'était en février 83, la France n'avait plus de gouvernement, il m'a dit, il veut vous voir. Alors je trouvais extraordinaire que le président de la République veuille me voir, alors que je n'étais rien du tout, et qu'il en était en pleine crise politique. Donc je l'ai vu, j'ai eu le rendez-vous très facilement. D'ailleurs, c'était une époque heureuse où on entrait à l'Élysée, on ne vous demandait même pas une pièce d'identité, on disait, j'ai rendez-vous avec le président de la République, et puis on arrivait. Il n'y avait pas de... C'est assez différent maintenant. Et donc, l'atmosphère était intéressante parce qu'elle éclairait le personnage de Mitterrand, enfin, sa façon de traiter les choses. Quand il m'avait reçu la première fois, c'était chez lui, mais il y avait une foule, il y avait, je sais pas, une dizaine de personnes qui attendaient dans une salle d'attente où il n'y avait pas un meuble. Tout le monde était assis par terre sur de la moquette. Alors, à l'Élysée, c'était évidemment un peu différent. Il y avait quand même des chaises et des fauteuils. Mais il y avait il y avait une
foule aussi, enfin il y avait beaucoup d'interlocuteurs qui passaient en général 10 minutes avec lui. Je me souviens, quand il m'a reçu, il y avait Jean-Jacques Servan-Schreiber, François Michelin, je ne sais plus, Maurice Faure, enfin des gens d'ailleurs très différents, ce qui montrait qu'il avait le souci d'avoir une information très, très vaste sur la société française, un peu comme Pompidou d'ailleurs. Et donc il m'a reçu 20-25 minutes. Et alors ce qui m'a frappé, et ce qui peut vous intéresser, c'est que, en principe, j'étais venu le voir pour parler de Pompidou. Et il m'a parlé de Pompidou de façon assez positive pendant, disons, 5 minutes. Mais immédiatement, pour établir une sorte de parallèle entre l'affaire Markovic, c'était cette espèce de complot dont avait été victime Pompidou, et l'affaire de l'Observatoire, qui avait été une affaire terrible, qui avait failli mettre fin à la carrière de François Mitterrand au début de la Ve République. Alors, ce sont je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce sont deux affaires en réalité très différentes, mais dans son esprit, elles étaient connexes, en ce sens que le message qu'il voulait envoyer, c'est qu'ils avaient été victimes tous les deux des polices parallèles des gaullistes, et ça avait fini, au fond, dans son esprit, par créer une sorte de corrélation, enfin, même de sympathie, voilà, dans la victimisation, en quelque sorte. Et bon, alors Et alors, sur ces entrefaits, après m'avoir dit ça, alors que je lui demandais pas du tout de parler, il n'a pas arrêté de me parler du général de Gaulle, mais avec une violence, absolument incroyable. Il m'a dit très clairement que le général de Gaulle avait voulu, à la Libération, l'envoyer dans un régiment où il serait fait tuer. Enfin, il m'a dit, moi, je n'avais pas du tout envie de me faire tuer. Enfin, on voyait qu'il y avait ça m'avait frappé, une animosité vraiment extrêmement forte contre le personnage, qui était peut-être due au fait que quand pendant la guerre, il avait peut-être mauvaise conscience. Il s'était rallié quand même très tard à la résistance, après avoir été, quand il s'était évadé de son camp de prisonnier, il avait été, on le sait maintenant, quand même dans l'orbite de Vichy, relativement longtemps. Et je pense que c'était la racine de cette animosité contre De Gaulle. Je pense qu'il y a un phénomène un peu de mauvaise conscience qui remonte à cette époque. Voilà, voilà un exemple vraiment assez mémorable d'entretien. Enfin, il y en a eu d'autres, c'est un exemple. Ensuite, comme deuxième axe, nous souhaitions vous proposer d'évoquer la France et l'Europe dans votre œuvre. Vous connaissez donc intimement l'histoire, l'action des présidents de la République française. Est-ce que vous voudriez nous en dire un petit peu plus sur leur relation à la France et à l'Europe, et peut-être à la France dans l'Europe? Oui, au fond, c'est une bonne question, parce que ça a été, encore une fois, le grand problème que tous ces personnalités, ont eu à résoudre quand ils ont accédé au pouvoir, ou près du pouvoir. Et bon, le premier, c'est De Gaulle. C'est De Gaulle, au fond, qui pose les... Bon, enfin, il y a Jean Monnet, bon, qui par son passé, enfin, qui commence à poser les prémices de la construction européenne en étant l'inspirateur de cette déclaration Schuman en 1950. Il devient président de la CECA, il y a le comité d'action, enfin tout ça est bien connu à Lausanne, je pense. Et il y a cette idée de faire une Europe, pour dire les choses rapidement, enfin supranationale, et puis en lien avec les États-Unis. Les États-Unis qui sont très différents des États-Unis d'aujourd'hui, qui sont les États-Unis qui sortent de la guerre et qui, dans un premier temps, appuient de façon très efficace la construction européenne. Voilà. Donc il y a ce projet qui a fédéré un certain nombre d'hommes politiques autour de Jean Monnet sous la 4e République. En général, ça allait des centristes aux socialistes et radicaux, enfin à l'exception donc des gaullistes et des communistes. Et puis, en 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir. Et c'est quelque chose qui va, pour ce qu'on appelait je
trouve plus l'expression, enfin les Européens, il y avait une autre expression. Oui, enfin cette espèce de constellation qu'il y avait autour de plus ou moins de Monnet, de Schuman, et l'arrivée au pouvoir de Gaulle, c'était une catastrophe pour eux, parce que De Gaulle avait dénoncé le méli-mélo du charbon et de l'acier, il avait pris position, il avait fait échouer la Communauté européenne de défense, il avait marqué une hostilité au marché commun, donc toutes ces personnalités qui étaient acquises à la construction européenne pensaient que le général allait tout mettre par terre. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé entièrement, en ce sens que dès son retour au pouvoir, le général a fait passer des messages, notamment, je crois, à Jean Monnet, c'est presque ce que m'avait dit Chaban-Delmas, qui avait servi d'intermédiaire. Il leur avait fait comprendre qu'il ne remettrait pas en cause, le grand problème, c'était le marché commun qui venait d'être signé. Alors c'est vrai qu'il avait marqué une hostilité, mais il a fait comprendre qu'il ne remettrait pas en cause. D'abord pour deux choses, il avait compris qu'on pouvait le comprendre au fond comme une sorte de traité de commerce, c'est à ses yeux, c'est comme ça qu'il le concevait, et puis aussi, et là c'est là qu'il y avait un lien avec, avec Jean Monnet, les gens qui tournaient autour de lui, il était d'accord aussi avec l'idée qu'il fallait ouvrir la France à l'extérieur. Il était en désaccord avec la politique qui était menée sous la Troisième République, qui consistait à faire une sorte du protectionnisme à tout va, et il avait été converti à ces idées par différentes personnalités, dont un grand économiste libéral, Jacques Rueff, qui a joué un rôle très important dans sa conversion, et puis dans l'élaboration des grandes réformes économiques et financières qui ont marqué le début de la présidence du général de Gaulle, et qui ont permis d'ailleurs un redémarrage de l'économie française, et avec l'idée qu'il fallait l'ouvrir sur l'extérieur. Donc il y a eu un moment, donc paradoxalement, le général de Gaulle qui avait dénoncé le début de la construction européenne, il faut bien dire, c'est lui qui a rendu possible le marché commun. Et d'ailleurs, le négociateur français, Maurice Faure, qui était un homme de politique de la 4e République, radical, c'est-à-dire centriste, centre-gauche, a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il n'était pas du tout gaulliste, mais il a dit honnêtement, c'est le général de Gaulle qui a rendu cela possible, et si la 4e République avait persisté, l'état des finances publiques, l'état de la France aurait été tel qu'on aurait été obligé de dénoncer le traité. C'est le général de Gaulle, par le rétablissement économique et financier de la France, qui a rendu possible, c'est une des ruses de l'histoire. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que De Gaulle était, tout le monde le sait bien, était d'accord avec les conceptions supranationales. C'était même, mais il avait aussi une conception de l'Europe, qui était une Europe qui était fondée sur la coopération, sur les États, sur la coopération des États. C'était quelque chose quand même qui était, c'était pas simplement un mot comme ça. Bon, alors évidemment, il concevait l'Europe plutôt dirigé par la France, ça c'est sûr, c'était quand même son idée. mais il avait incontestablement l'idée qu'à terme, il fallait regrouper ces pays, en tout cas mettre fin à l'antagonisme franco-allemand, ce qu'il a fait. Et Jean Monnet et Schuman avaient posé les premiers jalons en réintégrant en quelque sorte l'Allemagne dans le jeu international, après ce qui était quand même aussi une performance après, peu de temps après la fin de la guerre. Et De Gaulle, par le prestige qu'il a eu, a réussi à donner un éclat finalement à cette réconciliation franco-allemande et à la rendre au fond, en principe, enfin j'espère, irréversible. Donc il a joué un rôle fondamental. Mais évidemment, l'Europe de De Gaulle, c'était une Europe qui était quand même très très différente de celle de ce qu'on appelait les Européens, qui tournaient autour de Monnet, en ce sens qu'il était, depuis la guerre, enfin depuis toujours d'ailleurs, il était très méfiant envers le monde anglo-saxon, et particulièrement envers les États-Unis. Cette hostilité avait été renforcée par le traitement qui lui avait été infligé pendant la guerre par le président Roosevelt, qui avait évidemment pas fait preuve de beaucoup de compréhension vis-à-vis de sa cause et de son personnage. Et donc, son idée, c'était d'affranchir la France et cette Europe dont il rêvait
de la tutelle américaine. Donc c'était évidemment, ça ne pouvait qu'être antagoniste avec le projet des Européens et de Monet. Et il y avait aussi chez lui, alors ça c'est assez curieux, l'idée, il a parlé d'Europe de l'Atlantique à l'Oural. C'était l'idée, au contraire, de faire une Europe tournée vers l'Est. Alors à l'époque, ça paraissait presque lunaire, parce qu'il y avait les régimes communistes partout. On était à peine sorti en 1958 de l'ère stalinienne. Il y avait une domination, il y avait eu la répression à Budapest. Ensuite, il y a même eu en 1968 la répression à Prague. Il n'empêche que le général, c'était assez curieux, avait une sorte de tropisme russe. Et d'où venait-il? C'est assez étrange, sans doute de ses lectures, parce que c'est quelqu'un qui avait une grande culture, qui admirait la littérature russe, mais honnêtement, il avait fait un voyage en Union soviétique où il avait rencontré, en fin 1944, à l'occasion duquel il avait rencontré Staline, mais le seul soviétique avec lequel qu'il ait vraiment connu, c'était le maréchal Tukhachevski, avec lequel il était prisonnier pendant la Grande Guerre et qui a été liquidé d'ailleurs par Staline, qui a été fusillé par Staline au moment des procès de Moscou. Donc mais il y a eu incontestablement de la part de De Gaulle cette idée que le régime, que le régime communiste serait transitoire, ça, en ce sens il a vu assez juste, et que le nationalisme russe, dont on ne pensait pas qu'il prendrait l'allure de tels excès d'aujourd'hui, que le sentiment, disons, national russe, lui, persisterait, et qu'à partir de là, on pourrait jeter des ponts entre tous ces pays et équilibrer, si vous voulez, le monde anglo-saxon. C'était ça son idée. Alors forcément, c'était deux projets qui pouvaient pas marcher. C'est pour ça que Monet et De Gaulle ne se sont pas... On peut rêver évidemment de ce qu'ils auraient pu faire en commun, mais malheureusement c'était impossible parce qu'ils étaient sur des planètes... ils ne parlaient pas le même langage, ils n'avaient pas les mêmes références. Alors la suite, ce sont quand même deux traditions, si vous voulez, qui se sont révélées très prégnantes dans la suite de l'histoire, en ce sens que tous ceux qui ont succédé au général de Gaulle ont été marqués à des degrés divers, soit par l'une des visions, soit par l'autre, et soit quelquefois par les deux. Et alors, Pompidou était était un Européen, à mon avis, tout à fait dans la ligne de De Gaulle, mais plus volontariste. C'est-à-dire il était décidé à avancer sur la base d'une Europe des États, mais de façon beaucoup plus volontaire que De Gaulle, dont l'ambition européenne s'était un peu tamisée. Et puis s'était heurté surtout à tellement d'hostilité qu'elle ne pouvait plus donner grand-chose. Donc Pompidou a eu l'idée de relancer l'Europe avec la conférence de La Haye, et puis il a ouvert les portes de l'Europe à la Grande-Bretagne. C'était son principal acquis. Ensuite est venu Valéry Giscard d'Estaing. Alors Valéry Giscard d'Estaing, c'est un exemple intéressant parce que lui, et ça on peut se fonder sur ce qu'il a écrit dans ses archives, dans ses souvenirs, dit que les deux personnages de l'histoire récente de la France qui l'ont le plus marqué, qu'il a connu, c'était le général de Gaulle, dont il a été le ministre des Finances pendant 5 ans, et Jean Monnet, qu'il avait approché et auquel il a adhéré. Il a adhéré à son comité pour les États-Unis d'Europe en 1969. Et c'est chez Jean Monnet qu'il a connu le futur chancelier Helmut Schmidt, et ça a été la base de cette amitié qui a renforcé le rapprochement franco-allemand et permis à l'Europe d'avancer de façon significative. Alors la vision de Valéry Giscard d'Estaing, c'était une vision finalement qui était une sorte de mixte, au fond, entre la vision de Monet, qui était une vision très, très volontariste, et la vision du général de Gaulle, ce qu'en avait conservé Valéry Giscard d'Estaing, c'était qu'il fallait pas oublier les États, qu'il ne fallait pas oublier qu'on avait affaire à de vieux pays qui avaient leur histoire, leur culture, et que cette culture, elle devait être maintenue,
qu'il ne fallait pas faire une sorte de salmigondis. Voilà, c'était ça l'idée fondamentale de Valéry Giscard d'Estaing, et qu'il a essayé d'accomplir pendant son septennat. Et finalement, François Mitterrand, qui lui a succédé, on aurait pu penser finalement qu'il était assez éloigné de cette vision. Dans les faits, en réalité, il a poursuivi. Il a plutôt, Dieu sait s'il était opposé à De Gaulle, mais si on regarde objectivement ce qu'il a fait, il s'est quand même inscrit en grande partie, en particulier sur le plan européen, dans son sillage, et avec ce correctif que c'était aussi un Européen, il avait toujours été européen. Il a fait un peu la même chose que Giscard. Il a essayé de marier ces deux traditions, et c'est ce qui fait c'est ce qui a abouti au traité de Maastricht, qui est une sorte de cote. Les adversaires du traité ont dit que c'est une cote mal taillée. Bon, c'est vrai que c'était une sorte de compromis entre la vision supranationale et la vision gaulliste. Et bon, ça peut paraître surprenant de la part de Mitterrand, mais enfin, c'est la réalité. Et les présidents qui ont suivi ont tous été finalement. Ce sont deux traditions qui ont profondément marqué toute l'histoire de la Ve République, au fond, jusqu'à aujourd'hui. Même, on peut en retrouver la trace. Je crois que voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, très, très, très largement, Oui. puisque vous avez couvert presque nos questions de ce deuxième axe qui jalonnent quand même chacune de ces figures que vous étudiez. C'est sous-jacent, la position de la France dans cette construction, dans cette marche dans l'Europe. Et puis, on se proposait dans un troisième volet de plutôt questionner le journaliste, l'académicien et puis les projets à venir. Et ensuite, on laissera la parole au public. On aura peut-être un petit moment pour Benoît Méchain, qui est le dernier sorti. Qui est un peu différent. Qui est un petit peu différent. On peut peut-être dire un mot maintenant. On peut dire un mot maintenant. Oui, c'est un livre que j'ai publié l'an dernier, qui est évidemment assez différent de ceux que j'ai publiés jusqu'à présent, en ce sens que Benoît Méchain, évidemment, heureusement pour la France, n'a jamais été chef d'État. Et c'est un personnage qui était à la fois très, très talentueux, mais un personnage sulfureux, et qui est un personnage très singulier. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Il se trouve que c'est un peu les hasards du journalisme ont fait que je l'ai connu. Il est mort en 1983. Il avait publié à la fin de sa vie, c'était un écrivain. On ne peut pas dire que c'était vraiment un historien, c'était un écrivain qui écrivait sur des sujets d'histoire, mais avec un talent qui était reconnu. Et je l'ai connu quand il a publié en 1978 son dernier livre, qui était une biographie de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, et qui avait eu un grand succès. Et à telle enseigne, c'était au moment de... Non, je me trompe, c'était en 80, c'était pas en 78. En 80, et c'était à l'approche de la campagne pour l'élection présidentielle. Et on avait su que les deux candidats, à la fois François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, avaient lu ce livre et l'avaient beaucoup apprécié. D'ailleurs, François Mitterrand était un grand lecteur de Benoît Méchain. J'ai un ami même qui a acquis l'histoire de l'armée allemande de Benoît Méchain, qui était l'exemplaire de François Mitterrand, abondamment annoté, et quand on a vendu la bibliothèque de Mitterrand. Et donc, oui, on avait su qu'ils étaient tous les deux passionnés par ce livre, à telle enseigne que l'éditeur de Benoît Méchain, Bernard de Fallois, avait eu l'idée, qu'il n'a pas réalisé, il voulait faire un placard publicitaire dans le cadre de la campagne présidentielle, faisant état de ses avis convergents, et avec cette phrase « Pour une fois, ils sont d'accord ». Voilà. Et oui, ça peut paraître curieux, parce que Benoît Méchain était un personnage, il était devenu un auteur à succès, et à telle enseigne qu'on avait fini par oublier son passé, et un passé qui était vraiment très, très, très lourd. Et donc, moi, c'est ça qui m'avait intéressé. Donc, j'ai écrit des articles sur son livre. Il a réagi et il m'a proposé de venir le voir. Alors, ça m'a intéressé parce que je savais le rôle qu'il avait joué à Vichy. On lui prêtait aussi un rôle dans la diplomatie parallèle sous la Ve République.
voilà, c'est autant de raisons de le rencontrer. Et puis finalement, de fil en aiguille, je l'ai assez bien connu, je l'ai rencontré de 10 à 12 fois. Il était tombé malade, mais enfin, il était quand même encore... Alors, j'ai essayé, pour le situer, je ne sais pas si tout le monde connaît son itinéraire. Bon, c'est un homme qui était pour un intellectuel. Il commence dans la gauche plus ou moins pacifiste. Il est mêlé d'ailleurs au début de la Société des Nations avec Louis Weiss. Et puis, en même temps, il est obnubilé par l'Allemagne. Et il est tellement obnubilé par l'Allemagne qu'il finit par céder à ce mirage à partir du moment où Hitler arrive au pouvoir. Et il publie à ce moment-là un livre qui s'appelle Une histoire de l'armée allemande, qui est en réalité une histoire de l'Allemagne récente, dont l'armée est le fil conducteur. Et c'est un livre qui est à la fois très intéressant, parce qu'il a eu des tas de renseignements de première main en raison de sa proximité avec les gens qui étaient au pouvoir en Allemagne, mais aussi un livre subrepticement très orienté. C'est ce qui fait qu'en 1940, lorsque s'établit le régime de Vichy, il est chargé, puisqu'il passe pour très bien connaître l'Allemagne, il est chargé on lui confie la tâche de secrétaire d'État chargé des rapports franco-allemands. Et là, c'est là qu'il va donner, si je puis dire, sa mesure, puisqu'il se révèle l'un des collaborateurs les plus absolus. C'est à peine croyable. Pierre Laval, à côté, était un enfant de cœur. D'ailleurs, Pierre Laval a fini par le mettre à la porte parce qu'il trouvait qu'il était excessif. C'est-à-dire, pour donner une idée, il était convaincu de la victoire des Allemands, et ce qu'il voulait faire, c'était réinsérer la France dans l'Europe nouvelle, et ça allait jusqu'à un renversement des alliances et une déclaration de guerre à la Grande-Bretagne. Alors il est fini par être mis à la porte par Laval, et puis il ne fait pas grand-chose jusqu'en 1944, mais enfin on se souvient quand même en 1944 du rôle qu'il a joué. Il est arrêté, il est jugé en 1947, condamné à mort. Heureusement, bon, je ne vais pas raconter tout pourquoi il est gracié à la suite d'une sorte de forcing. Et il fait 10 ans de prison, et pendant ces 10 ans de prison, il a une sorte d'intuition assez étrange, une sorte d'illumination à la Rimbaud. Il se dit, si j'ai la vie sauve, je vais me consacrer au monde arabe. Et incontestablement, il a eu l'intuition à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient cette intuition, de l'importance qu'allait prendre, notamment pour des raisons économiques, les pays du Moyen-Orient. Et de sorte que quand il sort de prison, en 1954, il a écrit déjà une biographie d'Ibn Saoud, une biographie de Mustafa Kemal. Il est chargé d'une grande enquête au Moyen-Orient. C'est un livre qui s'appelle, titre prémonitoire, Un printemps arabe. Il a des entretiens avec Nasser. Et il devient, de fil en aiguille, le proche des principaux chefs d'État arabes, à la fois de Nasser, d'Hassan II surtout, de Boumedienne, l'Algérien, et puis et même à la fin de Kadhafi. C'est là qu'il est repris par ses démons. Et voilà. Donc c'est un personnage vraiment assez extraordinaire dont on peut résumer la vie en disant que c'est le seul Français qui a sans doute assez bien connu Marcel Proust, Hitler et Kadhafi, et qui a eu à la fois des intuitions assez remarquables, notamment en ce qui concerne les pays arabes, et malheureusement pour lui, suivis de conduites aberrantes, quoi. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, pourquoi j'ai écrit ce livre, ce livre, au fond, c'est une enquête autour d'un mystère. Pourquoi un intellectuel qui est très doué, qui était à la fois aussi doué pour la musique, il aurait pu être un compositeur d'un certain talent, pourquoi cet homme qui était extrêmement doué, extrêmement intelligent, s'est-il trompé régulièrement? Et voilà donc pourquoi j'ai écrit ce livre, qui était un petit peu un défi. Et bon, finalement, j'ai l'impression que j'ai été compris, puisque ce livre a été bien accueilli. Il est peut-être tombé aussi à un bon moment. C'est aussi ça qui m'a amené à l'écrire avec beaucoup de retard, en ce sens que l'histoire récente donne une résonance évidente à des comportements de ce genre. Parce qu'on voit... Voilà, pardon, oui, tout à fait. Et puis, dans la préface que vous faites à l'ouvrage, oui, vous racontez ces premières rencontres, les premiers travaux, puis le fait d'avoir pris du temps pour l'écrire, de la distance. Et finalement, je vous recommande
beaucoup la lecture de ce parcours biographique qui est à la fois fascinant et terrifiant. Oui, voilà. Parce que quand vous retracez toute sa vie intellectuelle, il a contact avec les plus grands auteurs, les artistes. Oui, oui, oui. C'est un homme très très ouvert et d'un seul coup, voilà, il y a la fascination pour le régime fort, pour la force, et il se sent voilà, appelé par cette vision. C'est une sorte de rêve éveillé absurde. Et évidemment, il récidive. C'est pour ça que les vies de Benoît Méchain sont extrêmement bien, bien cernées. Alors, je vous recommande ce livre qui est salué par la critique. Vous avez bien sûr eu ce prix, mais c'est une approche biographique très différente des autres, mais dont vous révélez aussi toute votre méthode entre les entretiens, l'archive, le croisement des sources. Là, il n'y avait pratiquement plus de témoins. Mais j'avais quand même le souvenir de mes conversations avec lui. Et puis, il y avait ces archives alors qui ont été achetées par la Fondation Hoover de Stanford. Donc, je me suis rendu, j'ai passé 8 jours là-bas, dans ces archives. Et puis, il m'avait laissé aussi, c'est ce qui m'a déterminé à écrire ce livre, il m'avait laissé une évocation de sa vie en 600 pages, qui n'était pas destinée à être publiée, mais qui était une sorte de livre de raison, quoi, où il évoquait... il donnait des détails sur sa vie. Alors, naturellement, il fallait les vérifier, mais enfin, ça donnait un fil rouge. Oui, tout à fait. Vu l'horaire, est-ce que l'on passerait... Pardon, j'ai été trop long. Non, alors, pas du tout. Vous préférez nous parler un peu de la presse, un peu de l'académie ou des projets à venir? Écoutez, la presse, je ne peux pas en dire grand-chose, parce que ce que je constate, c'est ce que tout le monde peut constater, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bipolarisation à la fois de la presse parlée et de la presse, de la presse écrite, et que de plus en plus, c'est une presse d'opinion, avec d'opinion quelquefois violente, jusqu'aux fake news. Donc je ne peux pas dire quelque chose de très... Et puis, encore une fois, je ne suis pas un journaliste politique, donc mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, oui, vous m'avez parlé soit l'académie, oui, soit des projets à venir. Voilà. Disons l'académie, parce que ça peut recouper aussi ce que vous faites ici. Oui, on ne sait pas toujours très bien, on connaît beaucoup l'Académie française, qui a beaucoup de prestige. On ne sait pas souvent qu'elle fait partie d'un ensemble qui est regroupé au sein de l'Institut, qui s'appelle l'Institut de France, qui regroupe 5 académies, c'est-à-dire il y a l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est la moins connue, qui regroupe des égyptologues, enfin des gens qui travaillent sur l'histoire médiévale, enfin des gens vraiment des spécialistes. L'Académie des sciences, qui regroupe la moitié de l'Institut, c'est-à-dire il y a 250 personnes sur 500. L'Académie des beaux-arts, qui est très active, et puis notre académie, oui, l'Académie des sciences morales et politiques. Alors l'Académie des sciences morales et politiques, c'est la petite dernière, c'est elle qui a été fondée en dernier. Elle avait été, en réalité, l'Institut de France a été fondé par les Thermidoriens en 1795, quand Napoléon est arrivé au pouvoir, Napoléon était membre de l'Institut, c'est assez peu connu. Il avait été élu au fauteuil de Carnot, Grand Carnot, dans la section mécanique, et Jean Tullard, qui est un confrère, qui est le grand spécialiste de Napoléon, a trouvé des proclamations au moment de la campagne d'Italie, des proclamations de Bonaparte, signées Bonaparte, membre de l'Institut. Et il est resté membre de l'Institut, même s'il n'est pas venu beaucoup. Mais l'Institut a éveillé évidemment son intérêt. C'est lui qui l'a installé à l'endroit où il se trouve actuellement, dans le Collège des Quatre Nations, c'est-à-dire devant le Louvre. Mais en revanche, et là on voit évidemment son autoritarisme, il a supprimé la classe des sciences morales et politiques, parce qu'il considérait qu'elle était meublée d'opposants, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de régicides dans cette... il y avait notamment Seyès, il y avait Talleyrand, puis il y avait des personnages encore plus sulfureux, il y avait le Garat, qui avait lu la condamnation à mort de Louis XVI. Donc voilà. Et pour lui, c'était des idéologues, enfin des gens qui... Alors, astucieusement, il les a reclassés dans les autres classes de l'Institut pour ne pas s'en faire vraiment des adversaires. Ils ont conservé leurs avantages. Et c'est Guizot,
était un grand ministre sous la Restauration, Guizot, qui a restauré l'Académie des sciences morales et politiques en 1832, et sur des bases à peu près actuelles. C'est-à-dire, c'est une académie qui regroupe à la fois, qui est assez originale, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde. Il y a différentes sections. Moi, j'appartiens à la section Histoire et Géographie, où est siégé, par exemple, Emmanuel Laurel-Ladurie, qui était Raymond Barre aussi, qui était ancien Premier ministre récemment. Il y a une catégorie économie et finances, où actuellement nous venons d'élire à la fois Bernard Arnault, et nous allons élire, je peux vous le dire, dans 8 jours, le prix Nobel Philippe Aghion. Il y a une section droit et jurisprudence qui regroupe des juristes. Il y a une section générale qui regroupe des personnalités, qui est des gens qui ont... Il y a le vice-président du Conseil d'État, enfin des gens comme ça, des gens des hommes politiques, ou des gens... l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazot. Voilà, enfin il y a une section philosophie, et puis une section sociologie et finance, voilà. Sociologie et... bon, je trouve plus le... Voilà, donc si vous voulez, c'est une académie qui est assez originale, en ce sens qu'elle regroupe des spécialistes de différentes disciplines, et qui essayent d'apporter sur la vie contemporaine un regard aussi éclairé que possible. Voilà. Alors son rôle, évidemment, a été assez important au XIXe siècle. Par exemple, il y a c'est pas assez, l'interdiction du travail forcé, du travail des enfants, est née d'un rapport de l'Académie des sciences morales et politiques au XIXe siècle. Théoriquement, l'Académie peut donner des avis au gouvernement. On peut dire quand même que ces avis ne sont pas toujours entendus. Mais enfin, bon, elle joue un rôle, et enfin, en tout cas, c'est une académie où il y a des gens intéressants. Je suis très heureux, j'étais très heureux, honoré d'être élu dans cette compagnie. Et c'est une académie qui marche bien. Voilà ce que je peux... elle a un fonctionnement. Il y a un président chaque année, le président, on devient président à tour de rôle finalement, et le président choisit un thème qui fait l'objet de travaux tout au long de l'année. Il y a une réunion tous les lundis. Il y a un orateur, ça dure 2 heures. Il y a un orateur qui est choisi en fonction de ce programme, qui est décliné en quelque sorte. Alors l'orateur peut être soit un membre de l'Académie, soit une personnalité extérieure. Et voilà. Donc cette année, par exemple, ça a été un géographe qui était président de l'Académie. L'an prochain, ça sera un ambassadeur, Jean-David Lévite, qui était le Sherpa du président de la République récent. Et je pense que ça sera très intéressant, puisque le thème sera le rôle de la France dans le monde. Enfin, la France et le monde, oui, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire sur cette institution. Merci beaucoup. On va ouvrir, si vous avez des questions à poser à Éric Roussel. On fait circuler le micro comme à notre habitude. Monsieur, vous avez brièvement évoqué De Gaulle et Israël. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus? Oui, je peux essayer d'en dire un peu plus, effectivement. Oui, je crois qu'on sait tous ici que la politique du général de Gaulle au Moyen-Orient a été marquée à partir notamment enfin assez tôt, mais enfin elle a été concrétisée, disons, en 1967 par une sorte de rupture avec la politique qui avait été celle d'abord de la 4e République, qui était très très favorable à Israël, et ensuite des débuts de la 5e République. Alors ça résulte, d'ailleurs ça recoupe Benoît Méchain, puisque Benoît Méchain avait écrit ce livre, Un printemps arabe, et dont Pompidou a dit à Benoît Méchain qu'il avait eu une influence sur la réflexion du général de Gaulle, sur sa politique arabe. Donc il y a eu, oui, ça peut paraître curieux pour quelqu'un qui avait été condamné à mort, mais enfin voilà, de Gaulle
Ils ne se sont pas rencontrés, mais De Gaulle avait lu ses livres, certainement, qui donnaient des informations sur le monde arabe, et qui étaient évidemment quelque chose d'intéressant, puisqu'il voyait des chefs d'État avec lesquels la France n'avait pas quelquefois de relations diplomatiques. Par exemple, Nasser, après la crise de Suez, les relations étaient rompues. Il y a eu des messages qui ont été envoyés par l'intermédiaire de Benoît Méchain à De Gaulle, enfin de Nasser à De Gaulle, notamment à propos de la guerre d'Algérie, qui sont passés par lui. Voilà. Alors, naturellement, ce n'est pas Benoît Méchain qui a fait évoluer De Gaulle. Ça a été simplement une source d'information. Non, la politique de De Gaulle, elle était motivée par différents aspects. D'abord, il y avait certainement une admiration pour Ben Gourion, qui était le fondateur d'Israël. Je crois que la dernière lettre de Gaulle, d'ailleurs, a été pour Ben Gourion. Je crois qu'il l'a reçue, d'ailleurs, après la mort du général. Il me semble qu'il a raconté ça. Ben Gourion, c'était une sorte de Gaulle israélien, quoi. C'était une sorte de lutteur. Donc De Gaulle, évidemment, il aimait les personnages de cette trempe. C'était le général, dès le départ, avait eu, semble-t-il, même si ce n'est pas toujours exprimé, mais enfin on le comprend, il avait eu des doutes sur l'implantation, sur le projet d'implantation des Juifs au Moyen-Orient. Il ne l'a pas caché, d'ailleurs, dans la conférence de presse qu'il a donnée en 1967, là, après la guerre, quand il s'est expliqué sur son intitulé La guerre des 6 jours, quand il a parlé notamment avec cette formule assez malheureuse, peuple d'élite sûr de lui et dominateur, il a bien exprimé que les doutes qu'il avait sur les troubles que pouvait, à son avis, faire naître dans la région par rapport aux Arabes, qui étaient notamment des Palestiniens en particulier, le sionisme, enfin l'implantation de l'État d'Israël. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était contre Israël, il avait approuvé la création de l'État d'Israël, mais il redoutait qu'à l'intérieur de l'État d'Israël, il y ait des tendances, disons, expansionnistes, enfin, et que les querelles avec les Palestiniens dégénèrent. C'était ça son idée. Et il faut dire aussi qu'il y avait aussi, c'est la vérité, des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire avoir aussi, il y avait la question du pétrole qui a joué un rôle, ça c'est évident. Donc, alors, il a adopté l'attitude que l'on connaît, qui a souvent été mal comprise, et qui a suscité beaucoup une rupture, et une rupture même entre lui et la communauté juive française. On peut dire d'ailleurs, on l'a dit, que ça avait joué un rôle dans l'échec de son dernier référendum. C'est sûr qu'il est notamment cette déclaration peuple d'élite sûr de lui, dominateur, a beaucoup heurté, même des gens qui n'étaient pas des sionistes patentés. Par exemple, Raymond Aron. Raymond Aron était assez éloigné, il se voulait d'abord français, il était juif, mais il se voulait français, il n'était pas particulièrement sioniste. Et quand il a entendu le général tenir ses propos, ça l'a quand même profondément troublé. Pierre Mendès France aussi, Pierre Mendès France n'était pas du tout sioniste, mais ça l'a renvoyé à son identité. Et ça les a l'un et l'autre profondément heurtés. Et surtout, parler d'un peuple dominateur, alors que c'était le peuple qui avait été martyrisé pendant la guerre de la façon qu'on connaît par les nazis, évidemment, était une expression qui était quand même assez malheureuse. Et d'ailleurs, preuve que le général a eu quand même un regret, c'est que lors de la cérémonie des vœux à l'Élysée qui a suivi la fin de l'année 1967, le grand rabbin de France, le grand rabbin Kaplan, qui était membre de l'Académie des sciences morales et politiques d'ailleurs, est venu le voir pour lui exprimer son trouble. Et le général s'est expliqué, a dit qu'il avait, que dans son esprit, cette expression n'était pas du tout dépréciative, je crois bien qu'il avait ajouté, il dit « J'aimerais bien que les Français soient un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur ». Et bon, c'était son... Alors, je crois qu'il faut dissiper les points de vue, il faut dissiper les malentendus. Je crois qu'en aucun cas on peut dire que De Gaulle était antisémite. Ça me paraît complètement absurde.
c'est motivé, enfin attesté d'ailleurs par l'attitude qu'avait eue sa famille et lui-même au moment de l'affaire Dreyfus. Ils n'étaient pas à proprement parler Dreyfusards, parce que Dreyfusard, ça veut dire qu'on est contre l'armée. Donc, à l'évidence, De Gaulle n'était pas contre l'armée. Mais en revanche, lui, son père, à partir d'un certain moment, au moins, on se sont aperçus que la thèse de la culpabilité de Dreyfus ne tenait pas. Et c'était une famille quand même de droite, nationaliste, et ça n'allait pas de soi dans ce genre de famille. Donc ils se sont distingués, si vous voulez, à ce moment-là, par l'espèce de rupture qu'ils ont marquée à l'égard de leur milieu en adoptant ce point de vue qui était favorable à Dreyfus. Bon. Et puis il y a plusieurs réflexions qui montrent que le général n'était pas du tout animé par ce sentiment-là. Quand il était président de la République, un jour, le ministre des Affaires étrangères est venu lui parler de quelqu'un, je ne sais plus de qui il s'agissait, dont l'épouse était mariée justement à un descendant de Dreyfus. Et le ministre des Affaires étrangères, oui, qui devait être Maurice Couve Dumurville, a cru bon de lui dire, parce que ce monsieur allait être nommé dans un État arabe. Et il a cru bon de souligner devant le général que le fait qu'il ait été marié à une descendante de Dreyfus, enfin une collatérale de Dreyfus, pouvait poser un problème. Et le général a eu ce mot, il dit « Je sais, Madame Attel est la fille d'un officier français ». Voilà, donc c'était net. Et le ministre n'est pas allé plus loin. Et puis il y a eu aussi, au début de la France libre, Georges Boris, qui était un personnage, qui était le meilleur ami de Pierre Mendès France, qui était juif, et qui était une personne qui avait rallié la France libre tout de suite, enfin dès le 18 juin 1940, qui était un grand journaliste, mais vraiment très, très marqué à gauche. Et il avait rejoint, donc, oui, tout de suite. Et Boris s'était heurté à l'hostilité d'un certain nombre de gens qui venaient de mouvances différentes. Il y avait autour de Gaulle, au début de la France libre, il y avait des gens qui venaient de l'Action française, des officiers notamment, qui n'étaient pas particulièrement philosémites. Et Boris avait été l'objet de commentaires désagréables. On avait même attiré l'attention de Gaulle sur son cas. Et De Gaulle avait coupé court et dit « Je ne connais qu'une chose, M. Boris a 50 ans, il s'est engagé dans la France libre et je ne veux plus entendre parler de ces affaires. » Et il n'y a aucun doute qu'il n'a jamais eu de préjugés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas certains préjugés de son milieu à l'égard des Juifs. Ça, c'est possible, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas constitutif de l'antisémitisme. Ce sont des espèces de réflexes qu'on peut évidemment regretter, mais par exemple, oui, ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai écrit mon livre sur De Gaulle, j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Steig, qui était un grand médecin, un urologue, et c'est lui qui avait, je crois, opéré De Gaulle de la prostate. Donc il avait eu l'occasion de le rencontrer. Et par ailleurs, le professeur Steig était une personnalité marquante de la communauté juive de France. Il était président de l'Alliance israélite universelle. Enfin, c'était un personnage très, très important de la communauté juive. Et il m'avait dit, ce qui m'a frappé dans les entretiens que j'ai eus avec lui, il m'a dit naturellement, je me suis abstenu des sujets qui fâchaient en quelque sorte. Mais ce qui m'a frappé, c'est que jamais le général ne parlait de la communauté juive. Pour lui, ça n'existait pas. Il y avait des Français juifs, des Juifs français, mais la communauté juive, pour lui, c'était un objet nul et non avenu. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci pour votre présentation. Vous avez écrit sur tous les présidents jusqu'à Sarkozy, sauf un, et quasiment tous les présidents de droite, sauf un. Donc j'avais une question peut-être sur... J'ai écrit aussi sur Mitterrand, quand même. Oui, mais ma question, c'était plutôt sur Chirac. Oui. Enfin, c'est pas vraiment la question, mais c'est aussi pour revenir sur la question d'homme politique, homme d'État. Du coup, la question plus sérieuse. Est-ce que vous pensez, en observateur de la Ve République, qu'elle peut survivre sans homme d'État ? Et que la Ve République peut survivre aujourd'hui de l'homme politique ordinaire contemporain en plus ? Vous savez, n'importe quel régime, en principe, a quand même besoin d'hommes d'État. Je ne vois pas très bien comment il peut fonctionner s'il n'y a pas des personnalités
animé par une vision, une volonté, je crois que non, il n'y a pas une force autonome des institutions. Les institutions ne génèrent pas automatiquement. Ce qu'on peut dire, c'est que pour être élu président de la République française, il faut quand même réunir des qualités qui ne sont pas communes. Parce que c'est un poste qui est à peu près sans équivalent dans le monde. Ça résulte de la volonté du général de Gaulle, d'abord de la réforme de 1958 qui a renforcé considérablement le pouvoir exécutif, et puis ensuite de la réforme de 62 qui a fait que le président de la République était élu au suffrage universel. Et ça a été renforcé alors après de Gaulle par le quinquennat. Le fait que le pouvoir présidentiel soit réduit dans sa durée a renforcé finalement son autorité. Donc le président de la République française, du moins quand il a une majorité, ce qui a été longtemps le cas, est un homme qui a une personnalité qui, dans le monde, a des pouvoirs, on peut dire, supérieurs même au président des États-Unis. Puisqu'il est... Donc d'ailleurs, on le voit bien en Europe, quand il y a des sommets européens, les autres pays sont représentés par les chefs de gouvernement. Le seul qui représente le seul chef d'État, c'est le président de la République française. Ça montre bien la singularité des institutions françaises. Alors ça fait qu'évidemment, le président de la République élu au suffrage universel, il est... Au fond, de Gaulle, enfin c'est ma théorie, je reconnais que je ne peux pas le démontrer scientifiquement, mais au fond on a l'impression que de Gaulle avait été très marqué en 1940 par le vide du pouvoir. Il était donc, comme je l'ai dit, membre du dernier gouvernement de Paul Reynaud, et pendant une dizaine de jours, et il avait vu à Bordeaux, où s'était réfugié le gouvernement, le délitement des institutions et l'impuissance où se trouvait le président de la République, qui n'avait aucun pouvoir, qui ne voulait surtout exercer aucun pouvoir, enfin, qui n'avait pas d'autorité. Et il avait été très marqué par ça, et quand il a quand il a fait passer la réforme de 58, avec le renforcement considérable du pouvoir exécutif, qui était en France une sorte de révolution copernicienne, parce que depuis le Second Empire, le pouvoir exécutif était diabolisé. Il était entendu qu'on ne pouvait être républicain que si on était partisan d'une république purement parlementaire. Donc, quand il a fait passer la réforme de 1962 avec l'élection au suffrage universel, au fond, plus ou moins consciemment, j'ai l'impression qu'il a voulu... en France, il y a une sorte de tentation récurrente tout au long de l'histoire de l'homme providentiel, du sauveur. C'est bon. Alors, quelquefois, il y a eu de bons sauveurs, il y en a d'autres qui se sont révélés des catastrophes. Bon, il y a eu Pétain, il y a eu le général Boulanger. Mais il y avait l'idée chez De Gaulle qu'il fallait en quelque sorte éviter justement ces erreurs en institutionnalisant en quelque sorte le sauveur. Je crois que c'était son idée. Il avait l'idée que le suffrage universel, finalement, ne se tromperait pas, que c'était une charge qui était tellement importante que plus ou moins consciemment, les citoyens ressentiraient le besoin d'élire des gens ayant une autorité, une équation personnelle importante. Alors, je crois que ça a été son pari, et l'idée aussi de réconcilier en quelque sorte l'histoire de France, qui avait été marquée par la mort de Louis XVI. Et au fond, l'histoire de France est dominée à la fois par cet événement, qui est quand même un événement extraordinaire. Et la France a détruit, a tué son roi, mais en même temps, il n'a pas été remplacé. Donc on vit toujours dans cette espèce de... Et avec l'espèce de tentation de ressusciter d'une certaine manière, enfin avec des réflexes monarchiques. C'est assez complexe. Donc De Gaulle a voulu essayer de faire un mix de tout ça avec la constitution de la Ve République. Le problème avec l'élection de la réforme de 62 et l'élection de suffrage universel, c'est que fatalement, l'élu
il est élu contre un camp, donc il ne peut pas représenter la France entière. Il est l'élu d'un camp, même s'il fait des efforts après pour représenter tout le monde, ça a été le cas d'un certain nombre de présidents. Il n'empêche qu'il y a ce qu'on appelle le fait majoritaire, et que longtemps il a été obligé de s'appuyer sur une mouvance déterminée. Bon, alors le président actuel, Emmanuel Macron, lui a fait le pari inverse, c'est-à-dire il a essayé de regrouper le centre, finalement. C'était ce qui avait été aussi un peu le pari de Valéry Giscard d'Estaing. Mais tous les deux se sont heurtés à la logique des institutions de la Ve République, parce que la Ve République est faite pour bien fonctionner, il faut qu'il y ait une alternance entre deux pôles. Et à partir du moment où on s'appuie sur un groupe central, évidemment, le jeu devient de plus en plus difficile, d'autant plus que la tradition libérale qui inspire un peu finalement ce groupe central a toujours été très faible en France. Elle n'a jamais elle n'a eu vraiment le pouvoir que sous la monarchie de Juillet au XIXe siècle, qui n'a pas laissé un souvenir absolument impérissable. Il y a eu un ou deux gouvernements sous la Troisième République, assez oubliés, le gouvernement de Valdez-Crousseau, dans les années tout début du XXe siècle, qui est le gouvernement le plus long de la Troisième République, était un gouvernement centriste, on peut dire. Il y a eu ensuite Paul Reynaud. Enfin, Paul Reynaud, ça s'est terminé un peu poincaré, voilà. Mais cette tradition libérale, elle a toujours été faible en France, en raison aussi de la Révolution. Donc c'est un peu un pari, si vous voulez, de vouloir gouverner la France au centre. Et ça se heurte à la logique des institutions et au fait que l'idéologie libérale n'a pas des soubassements très faibles dans le pays. Je crois que c'est ça le problème, quelles que soient les qualités de celui qui veut représenter cette idée. Oui, oui, oui. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pouvez confirmer, après tout le travail que vous avez fait, que le gouvernement américain, respectivement la CIA, a joué un rôle en 1958 pour pousser Coty à aller chercher le général de Gaulle pour prendre le poste de Premier ministre? Ça m'a tellement étonné, après tout ce que les Américains avaient fait contre de Gaulle jusqu'à là, que si vous pouvez me le dire. J'ai une deuxième question qui, après avoir fait tout ce travail, est-ce que vous avez eu l'impression que de Gaulle, dans ses mémoires, a embelli un certain nombre de choses par rapport à ce que vous avez trouvé? Oui, alors première question, le rôle de la CIA, je ne crois pas qu'il ait été déterminant. Effectivement, les archives américaines laissent apparaître finalement une certaine... À partir du moment où De Gaulle apparaît comme une sorte de pôle de stabilité, il est évident que les Américains, même s'ils ont des réserves à l'égard du général, trouvent quand même que c'est quelque chose de rassurant, parce que ça... Voilà. Mais à mon avis, le président de la République, René Coty, n'avait pas besoin de l'avis de la CIA, parce qu'il était acquis depuis son élection. C'était un homme qui n'avait pas un éclat personnel, enfin c'était un homme politique, disons, moyen. Il avait été élu un peu difficilement, mais c'était un homme intègre, honnête, et qui avait dit plusieurs fois, notamment le président Giscard d'Estaing racontait cette scène, il avait été élu en 1956 avec un certain nombre de jeunes élus, qui n'étaient pas tous de son bord. Ils étaient allés voir le président de la République, donc René Coty, pour lui demander d'appeler le général de Gaulle. Et c'était en 56, fin 56, début 57. Et Coty leur avait dit, n'ayez aucune crainte, c'est bien mon idée, le moment venu, je ferai appel au général de Gaulle. Donc Coty n'avait pas besoin de l'avis de la CIA, il a pu être conforté par cet avis, mais et il a joué quand même un grand rôle. On ne parle pas de lui, mais enfin c'est quand même lui qui a appelé le général de Gaulle. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, notamment son prédécesseur qui était très hostile à de Gaulle, il l'aurait peut-être pas appelé. Donc ça mérite d'être souligné. Dernière question, est-ce que le général de Gaulle a embelli il était comme tous les mémorialistes. C'est comme Napoléon. Quand Napoléon dicte
Le mémorial de Sainte-Hélène aussi, bah, c'est la même logique. Napoléon a cette formule dans le mémorial, il dit l'histoire contemporaine est impossible à écrire, parce que quand on a les archives, on n'a plus les témoins, et inversement. Et donc il dit la solution, c'est que les gens qui ont fait l'histoire la racontent. Voilà. Donc c'était aussi la vue du général de Gaulle qui a donné son point de vue. Mais ce qui est quand même intéressant, ce qu'il faut préciser, c'est que, bon, naturellement, de Gaulle fait comme tous les mémorialistes, il donne il n'y a pas beaucoup de pages où il se bat la coulpe, enfin, où il met en évidence ses échecs, les erreurs d'appréciation qu'il a pu faire, etc. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il avait le grand souci de ne pas être contrecarré sur le plan événementiel. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il préparait ses mémoires, il s'entourait de gens qui avaient, de spécialistes, auxquels il demandait leur avis, de la documentation. Et par exemple, c'était vrai, je me souviens très bien, quand il a rédigé ses mémoires de guerre, beaucoup de témoins m'ont raconté qu'en réalité, il était très peu au courant de ce qui se passait dans la résistance intérieure. Donc il a été obligé de s'informer, il a fait venir des acteurs, des témoins de cette époque pour essayer de se forger une opinion. Et il avait vraiment le souci de ne pas pouvoir être, qu'on ne puisse pas le contester et ça a été assez... Enfin, il y a eu des contestations hein, des mémoires du général, mais ça portait plus sur les jugements qu'il pouvait porter que sur le déroulement des événements tels qu'il l'expose dans ses mémoires. Voilà. Alors on va remercier infiniment Éric Roussel de ce partage. Il connaît tellement bien la Ve République que nous pourrions rester des heures en sa compagnie. On a eu déjà des échanges ce midi fascinants. Enfin, il a exactement côtoyé tout ce monde de la Ve République qui nous fascine quand on est en Suisse. Il a décrypté ses rouages, ses personnalités, ses recoupements. Et vous avez un petit échantillon, bien sûr, dans le stand librairie. Le Cercle a sorti également les nombreuses biographies de notre collection que Éric Roussel a écrites. Et puis, nous avons sorti également les ouvrages de Benoît Méchat, parce que comme Éric Roussel nous l'a expliqué, après-guerre, il est devenu un auteur à succès et, pour le monde arabe. Et nous avons au Cercle, en fait, les éditions originales de Benoît Méchat d'après-guerre qui sont également présentées dans le hall et qui font partie de nos collections. Voilà, merci infiniment pour cet entretien passionnant. Comme à notre habitude, nous allons vider un petit peu la salle des chaises pour apporter la partie de la réception. Les boissons sont au petit salon et puis notre invité reste parmi nous. Vous pouvez le solliciter, mais en respectant un espace de liberté également. Et très belle soirée à toutes et à tous et au grand plaisir de vous retrouver.